my guest. I heard you were big time in the old pop biz. Bienvenue à cette nouvelle édition du musée VHS de Rico, cette chronique qui est consacrée à l'ère de la VHS, à cette belle époque où on aimait ça le vendredi soir, la fin de semaine, aller avec nos amis au club vidéo ou encore avec notre famille, choisir les films qu'on voulait voir durant la fin de semaine, souvent des films d'horreur, souvent des films de genre. On aimait ça, hein? Aller louer, mettons, Vendredi 13 en vidéocassette ou le dernier Freddy ou encore une comédie sexy, hein? Ou encore peut-être même un film porno. Ça, c'est une autre catégorie. Mais en tout cas, la VHS, ça a vraiment marqué les esprits, ça a vraiment marqué notre époque. Surtout pour les gens de ma génération, moi qui est né en 1973, mais aussi pour les gens qui sont nés dans les années 80-90. Donc aujourd'hui, on va voir un échantillonnage de différents films qu'on pouvait louer à cette époque-là. Et moi, je fais pas juste vous montrer des pochettes, hein, parce que les films que je choisis, je les écoute ou je les réécoute. C'est des films que soit je les ai vus pour la première fois ou soit je les ai revus. Pour la plupart, c'est des films que j'ai revus, que j'avais déjà vus dans le passé. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi un échantillonnage. Il y a une comédie là-dedans, il y a de l'horreur, il y a un film de prison de femmes, il y a une comédie sexy. Il y a également des films un peu plus répertoire. Vous allez voir parce que j'ai essayé de ratisser assez large, de trouver des films qui sont uniquement disponibles en VHS et des films qui sont assez rares. Donc, vous allez voir aujourd'hui des critiques de ces films-là. Hein. Je les ai regardés, j'ai pris le temps de les analyser, de m'imprégner de ces films-là. Il y a même un documentaire, vous allez voir, si vous êtes des fans d'extraterrestres, attendez bien de voir le film dont je vais vous parler à la fin du programme. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans l'exploration de petites pépites des années 80, des années 70. On s'en va dans l'exploration de la VHS et on va commencer avec un film fort de ces années-là, un film qui m'avait complètement bouleversé quand j'avais vu ça au club vidéo. C'était le film Anthropophallus. C'est un film qui, je dois le dire, qui n'est pas disponible seulement en VHS, mais il y a une raison pour laquelle je commence avec ce film-là aujourd'hui, c'est que c'est un des films dont on se souvient le plus, les amateurs de films d'horreur, à cause de la pochette et à cause du titre, parce qu'il n'y a qu'au Québec que le film s'est appelé Anthropophallus. Anthropophallus, c'est un film d'horreur qui est sorti en 1980. On devrait peut-être plutôt dire Anthropophagus, le titre du film, ou anthropophage. Un anthropophage, c'est quelqu'un qui se nourrit de chair humaine. Alors, on voit que c'est le cas du méchant sur la couverture du film, sur la pochette, qui est joué par George Eastman, qui est un acteur italien, qui est un espèce de colosse, un espèce de grand gaillard qui a fait des westerns, qui a fait des films d'horreur, qui a fait toutes sortes de films de genre, qui a fait des péplums également. Là-dedans, c'est peut-être un des rôles où on s'en rappelle le plus parce que, justement, il joue un espèce de tueur sanguinaire qui a tué à peu près tous les habitants, tous les insulaires d'une île grecque
qui est maintenant abandonné, ou que, en tout cas, il y a peut-être un habitant ou deux, mais presque plus personne qui habite sur cette île-là. Et c'est une des pochettes qui nous a vraiment marqué quand on était jeune. C'est pas un film qui est uniquement en VHS, parce qu'il y a eu beaucoup de sorties au cours des dernières années. Je vais vous les montrer rapidement avant de vous parler un petit peu de l'histoire que j'ai avec ce film-là. Moi, je suis tellement un fan du film. J'ai tellement été fasciné par ce film-là quand je l'avais découvert dans un club vidéo dans les années 80 que on dirait que j'ai comme une espèce de... Tu sais, ça fait partie des films que j'ai acheté dans différents formats. Vous avez vu la VHS, mais j'avais acheté à un moment donné le DVD qui était sorti chez Shriek Show à l'époque. Il y a un documentaire sur Joe D'Amato là-dessus, exclusif à ce DVD-là. Donc, c'était une version 2 disques. Il y en avait un avec un documentaire sur Joe D'Amato. Il y a une édition qui est sortie chez l'éditeur Severin avec plein de bonus uniques à cette édition-là. Alors, j'ai acheté également cette édition-là. Et est sorti l'année dernière chez un nouvel éditeur, Popcorn Vidéo, un éditeur français. On a sorti la version française. Vous voyez, c'est le titre, le bon titre qu'on a mis là-dessus, Anthropophagus. Donc, il y a eu d'autres titres aussi en anglais. Le film a été des fois titré The Grim Reaper, The Savage Island, The Beast. Il y a eu différents titres, mais il est surtout connu sous ce titre-là, Anthropophagus. Donc, ça, c'est le titre, le bon titre là-dessus. Il y a un petit livret à l'intérieur avec un texte. Le transfert est super beau. Alors, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Normalement, je parle seulement... Dans le cas du musée VHS de Rico, je parle seulement des films qui sont uniquement disponibles en VHS, mais des fois, je fais des exceptions sur certains films qui ont été vraiment marquants pour nous à l'époque de la VHS. Et Anthropophallus, on va le dire avec le titre que les Québécois lui ont donné à l'époque, édité chez MPA Vidéo. Vous voyez les belles images en arrière qui nous donnaient aussi envie de voir le film. C'est un film réalisé par Joe D'Amato, qui est réalisateur italien, qui a fait 200 films répartis sur 3 décennies, les années 70, les années 80, les années 90. Si vous calculez ça, ça fait à peu près 6 à 7 films par année. C'est assez incroyable. Il a réalisé des films d'horreur, il a réalisé des westerns, il a réalisé des films porno, il a des drames sexy, il a fait à peu près tout, des peplums, des films de genre, voulez-vous. Il en a fait 200 dans sa carrière et même plus. Joe D'Amato, qui est un gars qui est un enfant de la balle un peu. Son père travaillait déjà dans le cinéma quand il était jeune. Donc, rapidement, il a connu les plateaux de tournage. Il a appris à peu près tous les métiers. Et il est devenu directeur photo. Il a fait de la direction photo. En plus d'avoir réalisé 200 films, il a fait de la direction photo de nombreux films pour plusieurs réalisateurs, dont Lucio Fulci. En tout cas, il a travaillé avec beaucoup de grands noms du cinéma italien pour lesquels il a fait la direction photo de plusieurs films. Je me souviens pas tous les noms, là, mais en tout cas, il a fait énormément de travail au niveau de la photo et il faisait la photographie de la plupart de ses films. Dans Anthropophallus, disons le titre comme il est, comme l'erreur qu'on a faite qui a rendu le film célèbre. Alors, dans Anthropophallus, ça met en vedette Tisa Farrow, qui est la sœur de Mia Farrow. Mia Farrow qui a eu une belle carrière à Hollywood, qui a été la conjointe de Woody Allen, puis après ça, apparemment qui est devenue complètement folle, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, Mia Farrow, qui a connu une belle carrière comme comédienne à Hollywood, ça a été une autre histoire pour Tisa Farrow, qui n'a pas tellement marché. On le voit tout de suite, le lien de ressemblance avec sa sœur. Ils se ressemblent comme ça n'a pas de bon sens. C'est quasiment deux jumelles. Mais une qui a fait du cinéma mainstream américain et une qui s'est réfugiée en Italie, qui a joué notamment dans L'Enfer des zombies de Lucio Fulci, et qui a joué dans Anthropophallus. C'est elle qui trouve le phallus dans le film. Non, mais l'histoire du film, ça raconte justement une gang de jeunes qui s'en vont en vacances sur une île grecque qui semble être abandonnée.
normalement, il devrait avoir une interdiction d'aller sur cette île-là parce que il y a un tueur sanguinaire qui habite sur l'île qui a tué à peu près tout le monde. Alors, normalement, j'imagine, on l'a jamais trouvé, le bonhomme. Je trouve que la police n'a pas cherché fort. Mais on est dans un film d'horreur, donc faut pas trop se poser de questions. Donc, les jeunes arrivent sur l'île en voilier, sont en voyage. On voit dès la scène d'ouverture au début du film que ça s'est mal passé pour deux jeunes qui ont essayé d'aller faire un tour là-bas. Joe D'Amato qui va copier certains plans de Jaws, la fameuse image sous l'eau avec la belle fille qui se baigne dans la mer. Alors, on sent tout de suite la présence de quelque chose d'assez inquiétant. Alors, ça va mal tourner pour ces deux jeunes-là et on se doute que ça va mal tourner aussi pour la gang de jeunes qui arrivent sur l'île. Ils vont explorer l'île, supposément qu'il y a des gens qui sont déjà là. Tissa Farrow, elle connaît du monde qui, supposément, sont déjà rendus là. Mais elle les trouve pas, on trouve pas personne. L'île est complètement déserte. Et on va s'apercevoir rapidement que les choses sont pas très saines sur cette île-là, qu'il y a un tueur. Un tueur anthropophage qui massacre des êtres humains, qui a tué à peu près tout le monde. Il avait mangé sa famille et là, il a bouffé à peu près tout le monde sur l'île. Il se cache dans une espèce de crypte, une espèce de passage secret souterrain sur l'île et il va décimer tout le groupe de jeunes gens. Toute la gang vont crever de la pire des façons. On voit toutes sortes d'affaires là-dedans. C'est sûr que c'est un film qui n'a pas coûté cher. Ça a été le début pour Joe D'Amato de sa compagnie de production Film Mirage qu'il avait fondée au début des années 80. Ça a été sa première production. Une des productions qui a coûté le moins cher de celle que Joe D'Amato a fait et qui est devenue une des plus célèbres. C'est devenu vraiment un de ses films les plus connus. À cause, sans doute, de la pochette. C'est certain que c'est pas étranger à ça. Et George Eastman va être très, très connu aussi pour son rôle là-dedans. Donc, Tissa Farrow, on se doute bien que ça va être elle, la Final Girl. Elle n'a pas réussi à avoir de rôle à Hollywood, mais elle va réussir à survivre à l'anthropophage à la fin du film. C'est elle qui va être la Final Girl du film. On voit toutes sortes d'affaires là-dedans. Il y a quand même un très bon usage des décors. La cinématographie est très belle. On va l'apprécier davantage sur le Blu-ray que sur la VHS qui est assez granuleuse, qui montre les traces de son époque. Mais il y a quand même un charme à écouter le film en VHS, même si des fois on voit pas grand-chose. Joe D'Amato savait y faire pour patcher le manque d'argent. Il savait comment tourner un film, créer une ambiance. On pourrait se plaindre un peu que la première heure est un petit peu longue, mais moi j'ai pas trouvé tant que ça parce qu'il y a toujours une atmosphère qui est créée, genre d'atmosphère d'horreur. Les grosses scènes d'horreur arrivent vraiment dans la deuxième partie du film, où là, il va y avoir des scènes assez célèbres. Une scène où on voit notamment l'anthropophage joué par George Eastman littéralement dévorer le fœtus d'une femme enceinte. Il va l'arracher de son ventre et le dévorer, alors qu'il y a un pauvre diable qui est en train de le regarder faire ça. Et on va voir notamment la fameuse scène à la fin où il est en train de se manger les entrailles littéralement. Là. Faut-tu avoir faim pour se manger les tripes, mais en tout cas. Mais c'est un film qui vous laissera pas indifférent. Ça fait partie des classiques du slasher italien. C'est un film que moi je me souviens que la première fois que je l'avais vu, ça m'avait fait tout un effet. Et je l'avais reloué plusieurs fois. Écoute, c'est un film qui m'a obsédé pendant un bon bout de temps. Et aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de plaisir à le revoir. Je l'ai réécouté pour le biais de cette vidéo-là. Même si je connais le film par cœur, j'aime toujours ça, revoir les films quand je pourrais en parler. Il y a toutes sortes de scènes. Il y a même une scène de Cheap Thrill. Tu sais, on a trouvé le moyen de mettre un chat, tu sais, comme on fait dans toutes les Christie de films d'horreur. Regarde, un piano. C'est un film qui fonctionne bien dans l'ensemble. Ça a été un gros succès pour Joe D'Amato. Ça a été un gros succès dans les clubs vidéo. C'est un film qui nous a laissé vraiment des souvenirs dans la tête. Et ceux qui ont la chance, c'est vraiment une pièce de collection, ça, d'avoir la VHS avec le titre Anthropophallus. C'est vraiment quelque chose parce que
Hein, vous voyez que le vrai titre du film, c'est Anthropophagus. Donc, si vous avez la vidéocassette avec ce titre-là, ne serait-ce que ça, c'est vraiment une pièce de collection. C'est quelque chose qui est assez rare. Et pour tous les collectionneurs de films de VHS et pour les amateurs de ce film-là, c'est une erreur de... On a fait une erreur dans le titre, hein, littéralement en écrivant le titre, et ça vaut de l'or maintenant, juste à cause de ça. Let me ruin your evening. The stranger said to me, your new lover. Ils sont jeunes. Allez, Sue, laisse-toi faire. Ils veulent vivre libres. What she told me. Ils veulent pas jouer avec nous. Ils s'aiment. En auront-ils le temps? Une désagréable surprise les attend. Maintenant, ils vont avoir 12 nouvelles raisons d'avoir peur de la nuit. Ils en ont après moi. Et chacun d'entre eux est un tueur. Ils arrivent dans un ordre diabolique. Le bûcheron, le bourreau, le chirurgien, le motard, l'égorgeur, le robot, le samouraï, l'indien, l'archer, le mercenaire, l'homme singe. Ce sont tous des monstres. Ils vivent pour faire le mal et tuer. Je suis excitée. J'ai envie de baiser. Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Oh non! Déshabillez-la. Non! Oh, laissez-moi tranquille! Non! Prison de femmes en furie, c'est un film qui est sorti en 1984, réalisé par Michel Massimo Tarantini, un réalisateur italien qui a tourné ce film-là au Brésil. Tarantini, c'était un expert des comédies potaches italiennes. C'est lui notamment qui est derrière la série des films du con, Le con de la classe, Le con à la police des mœurs. Il a tourné beaucoup de films avec Edwidge Fenech, notamment des comédies. Il a tourné aussi des films d'aventure, il a tourné des films de cap et d'épée. Il se spécialisait vraiment dans le cinéma de genre. Et il a fait aussi quelques films de prison de femmes, dont celui-là. Le film de prison de femmes qui a été popularisé par le réalisateur Roger Corman dans les années 80. C'est un genre de film qui met en vedette évidemment des femmes peu vêtues qui se ramassent prisonnières dans des prisons souvent exotiques, des fois au cœur de la jungle. Il va avoir évidemment des scènes de lesbianisme, des scènes d'aventure aussi. Il va avoir des scènes de violence parce que souvent une séquence d'évasion dans le film, des scènes de douche où les filles vont prendre leur douche ensemble. C'est toutes des belles filles, hein? C'est une prison. On sait les prisons de femmes, c'est toutes des top modèles qu'il y a là-dedans, hein? C'est évident. Alors, Prison de femmes en furie, bien, ça suit cette mode-là qui est partie dans les années 70 et qui était encore populaire dans le cinéma dans les années 80. Et quand les clubs vidéo se sont mis à sortir dans les années 80, ces films-là ont été très populaires sur les tablettes des clubs vidéo. Et vous pouvez vous douter pourquoi, hein? Des belles filles sur des pochettes, ça se passe dans une prison de femmes. En tout cas, hein? On fait le lien de tout ça ensemble et on comprend pourquoi ça a été populaire chez les jeunes adolescents. Ça raconte l'histoire de Angela Duval, une jeune femme qui est jouée par Suzanne Cavallo, qui est une mannequin brésilienne qui avait déjà joué dans un film de Tarantini et qui s'intitulait Dans la vallée des dinosaures. Ici, elle joue une jeune femme qui s'appelle justement Angela Duval, qui est envoyée dans une prison brésilienne parce qu'elle est accusée au début du film du meurtre d'un trafiquant de drogue. On s'entend,
Elle a tué un trafiquant de drogue. Il devrait quasiment y donner quasiment une médaille. Mais non, elle est envoyée en prison et elle est accusée du crime que son frère a commis. C'est son frère qui l'a tué, le trafiquant de drogue. C'est pas elle. Mais elle va devoir payer le prix pour le geste de son frère. Elle va se retrouver dans une prison brésilienne avec des co-détenus qui vont la tester moralement, physiquement. Évidemment, elle va se faire brasser, elle va se faire violer. Tout ce qu'on peut s'imaginer qui arrive dans une prison de femmes arrive. Il y a évidemment des gardiennes de prison qui sont sans pitié pour les détenus, qui vont les abuser physiquement, sexuellement. Bref, il y a tout l'ABC des films de prison de femmes qu'on retrouve là-dedans. Il y a une histoire quand même là-dedans, l'histoire d'une jeune femme qui est accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. Il y a un jeune médecin dans cette prison-là qui va se lier d'amitié avec elle et qui va la croire. Et il va avoir tranquillement des indices qui vont lui indiquer qu'elle a été emprisonnée à tort, que c'est pas elle qui a commis le crime. Mais Angela Duval va se retrouver, malgré elle, à participer à une évasion parce que à la fin du film, tous les détenus essayent de s'évader, vont participer à une grosse évasion de la prison. Évidemment, les autorités vont se lancer à leur poursuite dans la jungle. Ça va devenir un genre de film de survie dans la jungle, la deuxième partie du film. Et évidemment, on espère que Angela Duval va s'en sortir. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous qu'elle va réussir à s'en sortir à la fin du film? Je vous spoilerai pas la fin du film. Mais, comme je vous dis, ça suit l'ABC des films de prison de femmes. Dans ce genre-là, il y en a des meilleurs que d'autres. Celui-là, j'ai trouvé ça pas si mal. Quand même, j'ai trouvé que c'était bien dans le genre. C'est assez bien réalisé. On voit que Tarantino n'était pas bon dans tous les genres de films, mais quand il était question de filmer des jeunes femmes peu vêtues, il était quand même bon. Il savait qu'est-ce qu'il faisait. Donc, Prison de femmes en furie, un film évidemment qui a été très populaire auprès des adolescents quand ça sortit d'un club vidéo. C'était 18 ans et plus, mais vous vous doutez bien que les commis des clubs vidéo nous laissaient quand même partir avec la cassette. C'était bien rare qu'ils nous disaient « Hey, t'as-tu l'âge de louer ce film-là? » Non. Le 3/4 du temps, on arrivait à la maison, on écoutait ça, puis on s'arrangeait pour que nos parents nous voient pas. On l'écoutait en cachette, des fois dans le sous-sol, mais on adorait ce genre de film-là. Pourquoi ce cinéma s'est-il arrêté alors que c'était la seule salle située en ville? Pornographie. Pornographie? Ouais, c'est ça, le porno. Les gens n'ont pas accepté ça ici, dans leur propre ville. C'était de pire en pire. Un jour, ils ont passé jeune lesbienne. Imaginez votre fille passant dans la rue et voir une telle affiche. Là, c'était trop. Ce fut la dernière séance. Le patron disparut et le cinéma fut saisi. Il y a 5 ans de ça. Enfin, tout vous appartient. Menez cette affaire comme vous l'entendez. J'ai l'intention de ne diffuser que des films pour tout public. Eh ben, c'est très bien. Vous avez maintenant un cinéma et une maison. Oui, je suis très heureux. Eh bien, vous n'avez plus qu'à vous installer. Vivement que ma famille voie le cinéma. Oh, ça leur plaira. À très bientôt. Pardon de vous avoir appelé chez vous hier soir, monsieur Knuckle, mais j'étais si impatient après avoir reçu votre lettre. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, il faut être disponible pour les clients. 24 heures par jour. Le travail, c'est toute ma vie. À vrai dire, c'est ma seule passion. Bon, eh ben, samedi, alors? Oui, à samedi. Si vous voulez voir vraiment un artefact de l'ère VHS qui est très très peu connu, Le Charognard, c'est un de ces films-là. Vous voyez la belle pochette ici avec une espèce de monstre en train de bouffer un être humain. Le titre en anglais, c'est The Meat Eater. Si vous cherchez sur Internet, vous ne trouverez pas beaucoup d'informations sur ce film-là, réalisé par David Button Morris, avec Arch Jubilian, Diane Davis et Peter Spitzer, des acteurs qui ne sont pas tellement connus non plus. Le film est également connu sous le titre Phantom of the Theater. Vous connaissez, vous allez peut-être faire le lien quand je vais vous raconter l'histoire du film avec Phantom of the Opera, parce que c'est un peu un genre de remake de Phantom of the Opera, mais à très petit budget.
Ça raconte l'histoire de Milford, un Américain qui rêve de posséder un cinéma et il va tomber sur une bonne affaire parce qu'il y a un cinéma qui est en décrépitude, qui est à vendre et il va décider de l'acheter et de le rénover avec sa femme Jeanne. Alors, Milford et Jeanne ils ont 2 enfants, un garçon et une fille. Alors, la famille vont s'installer dans la maison qui est adjacente au cinéma. Un vieux cinéma qui a de l'histoire. On a passé toutes sortes de films là-bas. Apparemment que le cinéma a décliné avec les années parce que apparemment que c'était la programmation, on diffusait des films porno. Les gens, probablement de la ville qui était très puritain, n'ont pas aimé ça, donc ils ont arrêté d'aller au cinéma. Mais il y a un espèce de personnage mystérieux qui hante le cinéma. Ils vont le découvrir dans le film parce qu'il est toujours présent. Au début, on les voit commencer à rénover le cinéma. Écoute, c'est dégueulasse. C'est vraiment insalubre. La salle de projection, il y a des rats là-dedans. Ça fait des années que ça n'a pas été occupé. Mais il y a quand même, comme je vous dis, un personnage qui est toujours là, qui hante le cinéma. Le personnage principal du film qui s'appelle le charognard, qui se nourrit littéralement de rats, de toutes sortes de bêtes, et qui, durant la nuit, se passe des vieux extraits de films avec Jean Harlow. C'est un personnage qu'on va retrouver plus tard dans le film parce que le nouveau propriétaire qui rénove le cinéma va réouvrir le cinéma. Et ce personnage mystérieux-là va se mettre à saboter les présentations du film. Il va notamment faire toutes sortes de choses. Il va tuer du monde. Ils vont devoir fermer le cinéma à un certain moment dans le film. Ils comprennent pas qu'est-ce qui est en train d'arriver. Ça va prendre un petit bout de temps avant qu'ils réalisent que le cinéma est hanté par ce personnage-là. Ce personnage-là, il y a un frère, un genre de frère jumeau qui gravite autour du cinéma également et qui essaie un peu de les avertir que c'est pas une bonne idée de réouvrir le cinéma, qu'il va arriver des malheurs. Mais il leur dit pas vraiment les vraies raisons, donc ils ouvrent pareil le cinéma et ils vont regretter un peu leur choix parce qu'ils vont vivre toutes sortes de misères. Ça va tomber vraiment dans l'horreur, le film. C'est drôle parce que ils veulent partir un nouveau cinéma, ils veulent lancer une nouvelle programmation qui est faite pour tout le monde. Mais ils passent un Christy de documentaire animalier qui a l'air plate comme le yaourt. Et vraiment, tu regardes ça, tu sais, d'avoir une salle pleine de monde en train de manger du popcorn, en train de regarder un documentaire, ces girafes africaines. Puis, en tout cas, tu sais, ça n'a pas l'air d'être le genre de film. Moi, en tout cas, je ne payerais pas pour aller voir ça au cinéma. Mais, en tout cas, peut-être je suis pas tout le monde. Mais c'est le film qui est à l'affiche au moment où va se passer les drames dans le cinéma. Donc, Le Charognard, qui est un film vraiment rare. On voit la pochette ici qui est très attrayante. Le film, c'est vraiment un film de son époque, là, ça a vieilli quand même. C'est ceux qui aiment l'histoire de Phantom of the Opera, vous allez tout de suite reconnaître l'histoire de ce film-là qui est reproduit dans le film Le Charognard. Le méchant est assez... il est maquillé un peu grossièrement. Là, il a l'air d'un genre de sans-abri avec le visage à moitié brûlé. Il va y avoir évidemment un climax à la fin où les personnages principaux vont devoir l'affronter dans le cinéma. À un moment donné, à un moment du film, il va kidnapper la jeune fille de Milford et Jan. Donc, ils vont devoir aller secourir leur fille. Vous doutez bien que ça va finir dans un bain de sang, cette histoire-là. Donc, Le Charognard, qui est un film d'horreur passable, c'est correct. Là, j'ai passé quand même ça dure 1h18, c'est pas bien long. Et c'est vraiment un film que vous allez trouver seulement en VHS. J'ai jamais vu ce film-là dans aucun autre format. C'est un film vraiment rare. Et c'est un film qui... il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce film-là. Il faut vraiment fouiller pour essayer de trouver quelques brides d'informations sur le film. Le Charognard de David Button Morris, un autre vestige de l'ère VHS. Je ne pense pas que ça vous plairait de venir au cinéma ce soir. Non, va te faire foutre. Dans ce cas, une petite pipe est tout à fait hors de question, hein. Ah, ça c'est autre chose. Ah bon.
Et qu'est-ce que vous préférez, l'absorption voulue ou la réjection furtive? Oh, allez, taille-toi. Taillez-moi une petite, c'est tout ce que je demande. Alors vous aimez de quelle façon? Parce que j'ai un bouquin où c'est expliqué. Il y a une description détaillée des positions préférées en général par les femmes, surtout celles qui ont un corps comme le vôtre. Ah, t'es encore puceau. Moi, oui. Vacancier en délire, c'est un film qui est sorti en 1985, réalisé par John Robbins. Je ne pouvais pas faire autrement que vous parler d'une comédie potage des années 80. C'est un genre qui était très populaire en VHS. Le titre original, c'est Hot Resort. Ça met en vedette Bronson Pinchot, qui a joué dans Beverly Hills Cop. C'est lui qui jouait le rôle de Serge dans Beverly Hills Cop. Don Shields et Marcy Walker. Donc, ça parle une bande de jeunes Américains qui chaque été vont travailler dans un hôtel des Caraïbes, un hôtel où il y a des vacanciers qui vont séjourner pour passer du bon temps. Ils vont là pour payer leurs études, mais en même temps, c'est ça, ils vont gagner de l'argent pour payer leurs études, mais en même temps, ils veulent rencontrer des jeunes femmes. Plein de belles filles qui vont séjourner durant ces vacances-là dans les Caraïbes. Et ça ressemble évidemment à une tonne de films qu'on a vus dans ce genre-là, qui était une des spécialités de la Cannon Group, qui était spécialisée dans les films d'action, mais également dans des films, des comédies de ce genre-là. Des comédies avec des jeunes adolescents qui allaient cruiser des adolescentes dans des camps de vacances ou des trucs comme ça. Vous voyez, c'est le genre de comédie que la Cannon Group faisait à la tonne. Et j'en ai vu plusieurs des films de ce genre-là et ils sont interchangeables. Je dirais que c'est peut-être pas une des meilleures que j'ai vues dans ce genre-là. Il y a plein de jokes vraiment faciles. Quand le film commence avec une joke comme ça, vous vous doutez où le film s'en va. Vous avez quelque chose à déclarer à la douane, monsieur? Non? Avec cette valise. Oui. Tu sais, une valise remplie de capotes, on s'imagine que c'était toute une idée de joke pour le film. Mais le film, c'est ça, est ponctué de jokes de ce genre-là. Vous voyez un peu le genre d'humour qu'il y a là-dedans. C'est sûr, ça s'inspire. Porky est à l'origine de tous ces films-là, mais il y en a des meilleurs que d'autres. Vacancier en délire, j'ai ri à quelques moments, mais comme je vous dis, ces films-là sont interchangeables et c'est pas des grandes comédies. C'est le fun quand même de voir Bronson Pinchot là-dedans, qui est au début de sa carrière, qui va faire des trucs vachement plus intéressants par la suite, mais quand même, ça se passe dans un hôtel des Caraïbes, il fait beau, c'est le soleil, il y a des belles filles. Donc, si vous aimez ce genre de film-là, peut-être que c'est pour vous. Moi, j'ai trouvé personnellement que c'était un film assez ordinaire dans le genre, mais en tout cas, vous verrez peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi et que ça va être littéralement dans vos cordes. Alors, c'était quand même à l'ère du VHS, le genre de film que les gens aimaient beaucoup louer dans les clubs vidéo, genre de comédie qui était populaire et c'est pour cette raison-là que la Cannon Group en a produit une tonne. Pour ces dangereux criminels, cette nuit devait être celle de la liberté, mais ils allaient vivre une nuit en enfer. Le genre de bar où je me sens à l'aise. George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey Keitel, Juliette Lewis, une nuit en enfer en vidéo. J'ai eu un article qui est passé dans le Picayune. Je me tâte là pour le moment, je fais mon droit, mais je serais assez tenté par l'écriture. Toi, tu serais assez tenté par l'écriture. Oui. Je serais assez tenté par l'écriture. Eh bien, sache que ce genre de job, c'est tout sauf un truc qui tente. On est élu, appelé. On n'a aucun choix, mon bonhomme. Ah oui, c'est tout à fait ce que je ressens. Nous, écrivains, Martin, on n'a pas droit à la paresse. Il faut qu'on redonne à la réalité sa force d'impact. On saisit la balle au bon. Tu me comprends? Dans les années VHS, évidemment, les genres qui étaient le plus populaires, c'était... en fait, ceux qui sont devenus les plus populaires avec le temps, c'est le cinéma d'horreur, les comédies sexy. C'est surtout ça que les amateurs de VHS s'arrachent et essayent d'acheter au gros prix sur le marché. Mais il y a des petites pépites qui sortent des sentiers battus, qui ne sont pas nécessairement des films d'horreur, des comédies sexy, des films érotiques.
Ça, c'en est une. Tune in Tomorrow, qui est un film qui n'est jamais sorti en DVD, en Blu-ray, et je le déplore d'ailleurs parce que c'est une excellente comédie qui est sortie en 1990, réalisée par John Amiel. Ça raconte une époque où la radio, c'était le moyen de divertissement des foyers parce que la télévision était sur le point d'arriver, mais n'existait pas encore. Et ce qu'on avait pour se divertir, c'était des radioromans, hein, des genres de feuilletons où il y avait des acteurs qui jouaient à la radio, des rôles. Et littéralement, c'est ça, c'est l'ancêtre des téléromans, des soaps. Donc, on va vivre ça un peu avec ce film-là qui met en vedette Barbara Hershey, Keanu Reeves et Peter Falk. Donc, là-dedans, ça se passe en Nouvelle-Orléans, dans les années 50, dans une station qui s'appelle WXBO, une station qui diffuse un des feuilletons les plus populaires. Il y a un jeune stagiaire qui est joué par Keanu Reeves qui s'appelle Martin là-dedans, qui est là pour apprendre un peu les rudiments du métier. Il voit un peu comment ça se passe dans la station de radio, comment on met sur pied cette émission de radio-là. Et les producteurs de l'émission commencent à être un peu tannés parce que l'émission est en baisse de code d'écoute, le scénario est un peu redondant, ça manque un peu de punch. Donc, ils vont engager un auteur qui est réputé pour les scandales. C'est Pedro Carmichael, qui est reconnu pour faire monter les codes d'écoute des émissions de radio. Mais ils vont le regretter amèrement en même temps parce que c'est vraiment un roi du scandale. Hein? Il va faire de cette émission-là une émission littéralement dépravée où les personnages vont vivre des relations incestueuses. Albert, il y a pire, il y a pire. Quoi? Je vais avoir un enfant. Oh, ma chère, calme-toi, je vois bien que ce soir tu n'es pas toi-même. Dis à Elmore qui doit en faire part au notaire de famille. Il est devenu nécessaire. Il s'agit de toute autre chose, il n'est pas d'Elmore, il est de mon frère aîné. Et de Richard. C'est mon grand frère Richard qui m'a fait ce bébé. C'est incroyable toutes les grossièretés qu'il va utiliser dans cette émission-là. Et évidemment, des propos racistes envers les Albanais. Excusez-moi, inspecteur. Il y a un Albanais là, dehors, qui est en train de faire une chose contre nature à votre pauvre berger allemand. Quittant la famille Queens encore sous le choc, notre fougueux officier de police s'élance dans une sombre ruelle infestée de rats, d'immondices et d'Albanais. Grand Dieu, bougre! Mais que faites-vous donc à mon berger allemand? Oh, excusez, inspecteur. Je vois ton berger allemand fort, grand, superbe, et ça me fait insurmontable, irrépressible tentation. Je suis fou, animal. Tous les animaux, chiens, porcs, chèvres et poulette, avec duvet ébouriffé tout doux. Ciel, ça ne peut pas être une excuse valable. Quelle peut être la raison d'une telle abomination? Il y a explication facile, inspecteur. Chez nous, Albanais, nous coutumes de faire aux animaux choses comme ça. Il n'est pas vraiment raciste, mais il va utiliser des propos racistes justement pour faire... pour alimenter la controverse, pour faire monter les codes d'écoute. Entre-temps, le pauvre Martin, qui devient un peu l'élève de Pedro Carmichael, Martin, lui, rêve de devenir un auteur célèbre, d'aller en Europe, de vivre la vie des grands auteurs en France, de manger du pain, de boire du vin et d'écrire durant l'après-midi et de vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc, c'est son rêve, Martin. Et il va devenir un peu l'élève de Pedro Carmichael qui va lui montrer un peu les rudiments du métier d'auteur. Mais ce qui ne sait pas, c'est qu'entre-temps, le pauvre Martin, sa tante Julia, arrive en ville, une femme moderne, jouée par Barbara Hershey, qui a vécu toutes sortes d'affaires avec des hommes, qui est un peu blasée de ses relations avec les hommes, mais qui ne peut pas s'empêcher d'avoir des amants à droite et à gauche.
Et elle est sexy, la tante Julia. Et Martin, qui est comme un parent un peu éloigné, va en tomber éperdument amoureux. Il va la séduire. Elle va décider justement de sauter dans le bain, de vivre un peu sa relation avec Martin. Ils vont tomber en amour. Et ce que Pedro Carmichael va faire, c'est qu'il va utiliser la relation scandaleuse de Martin et de sa tante Julia, et il va injecter ça dans son scénario pour le radio-roman. Ça va évidemment exploser à un moment donné, ça va faire un scandale, et évidemment, au début, les producteurs de l'émission sont aux anges de voir les codes d'écoute monter, mais à la fin, quand ils voient qu'il y a une légion d'Albanais qui sont prêts à brûler la station de radio à cause des propos racistes de l'auteur, eh bien, on en arrive à un point où, justement, les producteurs veulent quasiment se débarrasser de l'auteur. C'est vraiment intéressant parce que ça nous montre le film. Le film est constamment entre l'univers de ce qui se passe dans le film et l'univers de ce qui se passe dans le radio-roman. Évidemment, on filme, on le voit, nous, à l'écran, l'action un peu qui se passe dans le radio-roman, c'est filmé. Et c'est mélangé avec l'histoire du film, avec les protagonistes, Martin, la tante Julia, Pedro Carmichael. Tout ça vient se mélanger dans le film et ça donne quelque chose de vachement intéressant. Un humour qui est vraiment punché, qui est vraiment très bon. Un scénario qui est délicieux. On écoute ce film-là et on est emporté par l'humour qui est des fois très salé par moments, mais Peter Falk est excellent, c'est un de ses meilleurs rôles au cinéma. Il n'a pas fait tant de rôles que ça au cinéma, quelques-uns. Il est surtout connu pour ses apparitions à la télévision dans Columbo. Il a joué dans des films, évidemment, de John Cassavetes. Il a joué il a joué au cinéma dans Les Ailes du désir. Il a joué quand même dans des films importants. Mais au cinéma, écoute, cette comédie-là met met en valeur les talents de ce comédien-là, qui est un acteur comique qui est extraordinaire. Barbara Hershey est très bonne là-dedans, très sexy dans le rôle de la tante Julia, très fraîche dans le rôle. Et Keanu Reeves, on oublie qu'il a joué dans des comédies au début de sa carrière. On le voit surtout aujourd'hui jouer des rôles musclés au cinéma, comme John Wick, comme dans Speed. Au début de sa carrière, il jouait dans des petites comédies qui étaient vraiment sympathiques. Et Tune In Tomorrow, malheureusement, c'est un film qui n'a jamais fait le saut en DVD, en Blu-ray. C'est un film qui est pris à l'ère de la vidéocassette. Et heureusement, je pense que vous pouvez trouver ce film-là pour pas très cher. Vous pouvez l'avoir pour quelques dollars. Et vous allez voir, n'hésitez pas, vous allez mettre la main sur vraiment une très très bonne comédie qui va vous faire passer un excellent... je dirais que ça dure presque 2 heures, 108 minutes. Vous allez passer un très bon moment. Oh, ce bois est mouillé. Allez, laisse-moi faire. L'adresse vaut mieux que la force. Dans les années 80, je découvrais des films, moi, déjà, à Radio-Canada, à Super Écran, des films étrangers. Je m'intéressais déjà au cinéma étranger. J'étais curieux de connaître des films qui venaient d'ailleurs. Et j'avais découvert une actrice dont je suis tombé follement amoureux dans ces années-là, qui est une actrice espagnole qui s'appelle Victoria Abril, qui a commencé sa carrière comme danseuse, et après ça, qui n'a pas vraiment eu de formation d'actrice, mais qui est devenue comédienne par la force des choses. Une excellente comédienne, qui était sexy comme c'est pas possible. Je l'ai découvert dans un film de Vicente Aranda. Je vais vous en parler dans quelques instants. Et dans ce film-là, qui est sorti juste un an avant, L'heure des sortilèges, c'est un film que j'avais découvert, comme je vous ai dit, à Radio-Canada, en fin de soirée. Dis-le moi, je t'en supplie. Pour que tu ne l'oublies jamais. Ça te fait mal? Non. Tu ne l'oublies jamais. Mes paroles ont un pouvoir, crois-moi.
L'art des sortilèges est un film espagnol réalisé par Jaime de Arminan Oliver, sorti en 1985. Le titre original, c'est La Horja Bruja. Ça met en vedette Concha Velasco, Francisco Rabal et Victoria Abril. Ça raconte l'histoire d'un couple qui s'appelle César et Pilar, joué par Francisco Rabal et Concha Velasco. Un couple qui traverse l'Espagne avec un autobus. Il y a un genre de spectacle itinérant, un spectacle de magie. César, quand il était jeune, c'était une espèce d'enfant prodige qui avait une mémoire phénoménale. Malheureusement, il a perdu la mémoire parce qu'il est arrivé un incident. Il a attrapé les oreillons quand il était jeune et ça a effacé littéralement tous ses pouvoirs. Donc, il est devenu une espèce de magicien dans un spectacle itinérant. Alors, il se promène à travers l'Espagne dans un autobus. Évidemment, ils vont faire des projections de films en extérieur et ensuite un genre de spectacle de magie devant des foules. Des fois, c'est quelques personnes, des fois, c'est plusieurs personnes. Et durant leur périple, ils vont rencontrer une jeune fille qui s'appelle Saga, qui est jouée par Victoria Abril. Sexy comme c'est pas possible. Et cette jeune femme-là est une genre de sorcière qui a des pouvoirs. Elle va littéralement transformer leur vie. Elle va embarquer dans la tournée avec eux. Elle va faire des spectacles avec eux. Elle va littéralement réintroduire la magie dans ce couple-là qui est un couple un peu à la dérive. Et elle va vraiment pimenter leur vie et leur vie sexuelle parce que ce couple-là vont tomber littéralement en amour avec elle. Elle est sexy comme tout. Elle est vraiment, c'est une genre de petite ensorceleuse en même temps. Et en même temps, elle est là pour un peu les guérir, hein, pour les amener à se rapprocher quelque part dans le film. C'est un film merveilleux qui avait été sélectionné pour les Oscars en 1986 dans la catégorie meilleur film étranger. Le film n'avait pas gagné, mais il avait fait partie des 5 finalistes. Et c'est un film qui est fabuleux. Les images sont très belles. Une histoire d'amour, mais avec un petit côté fantastique. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Victoria Abril, que je trouve formidable. Victoria Abril qui va faire plein d'autres films, qui va faire une grande partie de sa carrière en Espagne, mais qui va tourner en France aussi, même aux États-Unis. Elle va devenir, à un moment donné, elle va tourner plusieurs films avec Vicente Aranda, je pense une dizaine de films, et elle va tourner aussi plusieurs films avec Pedro Almodovar. Il va la faire jouer au début des années 90 dans Attache-moi avec Antonio Banderas. C'est un film extraordinaire, c'est une comédie complètement déjantée comme seul Pedro Almodovar sait les faire. Et ils vont devenir vraiment, ça va devenir une de ses actrices fétiches. Et Victoria Abril, moi, comme je vous dis, c'est une de mes amours de jeunesse, donc j'adorais cette comédienne-là. Et on peut la voir dans L'Art des sortilèges, un film qui n'est pas trouvable nulle part. Celui-là et l'autre dont je vais vous parler sont seulement disponibles dans cette édition-là, vidéo 7e art, qui était spécialisée dans des films un peu plus répertoire. Vous voyez le derrière de la pochette, on ne voit pas d'image vraiment, mais j'ai essayé de faire une recherche pour voir si je pouvais trouver ces films-là, mettons dans des DVD ou Blu-ray en version européenne ou... C'est introuvable, vraiment introuvable. Et ceux qui ont la chance de mettre la main sur ces vidéocassettes-là, elles sont extrêmement rares. Moi, j'ai eu la chance de remettre la main là-dessus. C'est des films que je cherchais depuis longtemps, depuis plusieurs années. Et là, je les ai dans de très belles éditions. Donc, L'Art des sortilèges que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Et le film qui m'a fait découvrir Victoria Abril, c'est un film qui était sorti 1 an après L'Art des sortilèges. C'est Le temps du silence de Vicente Aranda. Je suis un peu sous. Et si je l'étais pas, je serais pas ici. Pourquoi ta grand-mère dit-elle que je suis un homme d'honneur? Mais parce qu'elle voudrait avoir un médecin dans la famille. Tu crois qu'elle y arrivera? J'en suis certaine. Je suis vraiment sous. Oh, chut, plus bas. Madame, je couche avec votre petit chou. Bon sang, allez, viens, tais-toi. Elle entend tout, tu sais, elle est dans la chambre voisine. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, mais dis la voix basse.
Vas-y, dis-le-moi. Je t'aime. Quoi? Je t'aime. Donc, ce film-là est sorti en 86. Ça met en vedette Imanos Arias, Victoria Abril et Francisco Rabal qui jouent là-dedans également. Vicente Aranda, c'est un réalisateur qui aimait beaucoup parler de l'Espagne, de l'époque franquiste, tu sais, des problèmes sociaux qu'il y avait à cette époque-là. On sait que l'Espagne était sous le joug du dictateur Franco et que les conditions de vie étaient très difficiles. Il y avait une très grande pauvreté. Et on voit dans ce film-là, Le Temps du silence, les conditions épouvantables dans lesquelles les gens pouvaient vivre à cette époque-là. L'histoire raconte du film, c'est l'histoire du docteur Pedro Martin, qui est là-dedans, qui est joué par Imanos Arias, qui est un médecin ambitieux, qui fait des recherches un peu sur les cellules cancéreuses. Il utilise des rats de laboratoire, mais il y a comme une pénurie d'animaux de laboratoire. Il n'est pas capable d'en avoir pour ses recherches. Donc, il va passer par un réseau clandestin, un réseau parallèle qui est opéré par Francisco Rabal, qui est un genre de paysan qui vit dans une cabane, littéralement, qui est dans des conditions de pauvreté assez épouvantables. Il y a des filles, et on va se rendre compte qu'il y a une relation assez bizarre avec ses filles. Il y a une relation incestueuse, notamment avec une de ses filles, qui va tomber enceinte de lui. Il va essayer de lui faire un genre d'avortement improvisé. Malheureusement, ça va mal tourner. Le docteur Pedro va être appelé à aller sur place pour essayer de sauver la jeune fille, pour constater finalement, en arrivant, le décès de la jeune femme. Entre-temps, il est tombé amoureux d'une jeune femme qui est jouée par Victoria Abril, qui est vraiment sexy là-dedans, qui s'appelle Dorita. Elle va le séduire, ils vont avoir une histoire ensemble. Évidemment, Vicente Aranda aimait parler des enjeux sociaux dans ses films, mais il crachait pas sur le côté un peu érotique. Il aimait ça mettre des scènes érotiques, sensuelles dans ses films. Et ce film-là est ponctué de scènes assez sexy. On voit entre autres une belle scène, quelques belles scènes sexy entre Imanos Arias et Victoria Abril, qui n'était pas gêné de tourner des scènes où était dans son plus simple appareil. Le film est très bon, l'histoire est très prenante, c'est pas toujours évident, des fois c'est une histoire qui peut être tough par moment parce qu'on voit les conditions de pauvreté de l'époque, mais c'est très bien filmé. Comme je vous dis, j'ai connu Victoria Abril avec ce film-là et je suis très content d'avoir réussi à mettre la main sur Le Temps du silence, encore là dans les éditions vidéo 7e art. Je ne l'ai pas vu souvent passer. Heureusement, j'ai réussi à mettre la main sur cette cassette-là lors de la fermeture d'un club vidéo. J'avais réussi à l'avoir à bon prix, mais aujourd'hui, c'est plus trouvable, surtout dans cet état-là, dans cette condition-là. C'est vraiment un film assez rare et que je vous recommande, qui appartient à l'ère VHS parce que c'est plus trouvable dans aucun format. Donc, à peu près la seule copie existante, la seule version existante encore de ce film-là, c'est en VHS. Donc, si vous, par hasard, vous tombez là-dessus, sautez là-dessus, c'est un excellent film. Candyman. La vidéo à ne pas voir seule. Tout le monde sait qu'il n'existe pas, sauf Hélène. Alors, légende ou réalité? Candyman, chez vous, en vidéocassette. À 20 km du Caire, Gizeh, le site des plus énigmatiques structures du monde. Les pyramides. La surface de base de la pyramide de Khéops mesure environ 53 000 mètres carrés, soit la surface d'une petite ville de 500 maisons. À l'époque où elle fut achevée, la pyramide avait une hauteur de 147 mètres. Elle n'a perdu que 10 mètres de sa hauteur initiale. Des couloirs conduisent à l'intérieur. Le poids total de la pyramide est de 6,5 millions de tonnes, soit environ le poids de 65 000 locomotives. 2 300 000 blocs de pierre ont servi à la construction de la 7e merveille du monde. Et chacun de ces blocs pesait le poids écrasant de 2,5 tonnes. Ces masses de pierre furent apportées de la montagne de Mokattam, loin sur la rive opposée du Nil,
à une époque où il n'y avait ni grue ni camion. Mais comment? Sur des rouleaux de bois. C'est peu probable. À cette époque, comme aujourd'hui, il ne poussait dans cette région que les palmiers dattiers, un bois fragile dont le fruit était un élément essentiel du régime des ouvriers. Et comment ces ouvriers ont-ils réussi à soulever ces énormes blocs de pierre à une hauteur de plus de 147 mètres? Y en a-tu parmi vous qui sont des fans, disons qui sont des croyants d'extraterrestres, qui croient en avoir déjà vu à quelque part ou qui s'imaginent que les extraterrestres sont parmi nous depuis longtemps ou qui sont responsables des pyramides d'Égypte, des statues de l'île de Pâques? Eh bien, si vous êtes parmi ces gens-là, ces documentaires-là, réalisés par Harold Rain en 1970, c'est des films pour vous, parce que c'est des documentaires qui essaient de nous raconter un peu, disons, qui amènent des théories sur justement les anciennes civilisations et entre autres, on va aller voir les pyramides d'Égypte, les pyramides du Mexique, les statues de l'île de Pâques, on va visiter toutes sortes de vieilles cavernes avec des vieilles peintures et on va nous montrer qu'il y a des traces dans le passé que certainement des civilisations venant d'une autre planète sont venues sur la Terre pour nous montrer leur technologie, pour nous montrer comment construire certains monuments. C'est sûr que il y a des mystères dans le passé, hein? Les pyramides, on ne sait pas trop comment ça a été bâti. Écoute, ça commence à remonter à loin. Il n'y a pas de photos ni de vidéos qui nous montrent comment ça a été fait. C'est sûr qu'il y a un mystère autour de ça. Les statues de l'île de Pâques, c'est tous des mystères un peu. Mais moi, je ne suis pas le plus grand croyant. Tu sais, je suis pas le gars qui croit tant que ça aux extraterrestres. Je sais que ça existe, là, il y en a sûrement, écoute, dans toute la grandeur de l'univers, certainement qu'il y a des extraterrestres quelque part dans l'univers. Mais de là à dire qu'ils sont déjà venus sur Terre, je suis pas certain. En tout cas, je me garde un petit doute. Mais ce documentaire-là, c'est quand même intéressant. C'est basé sur un livre qui était sorti début des années 70. Le film est sorti en 1970. Donc, le livre est paru peut-être 1 an ou 2 avant. Et c'est toutes sortes de théories, justement, sur la possible présence d'extraterrestres dans d'anciennes civilisations. Évidemment, on se promène un peu partout dans le monde, on voit un peu différents pays avec toutes sortes de traces et d'extraits qui nous montrent qu'il y a probablement eu des présences extraterrestres dans les anciennes civilisations. Il y a eu une suite, la présence des extraterrestres 2, on voit le mystère des dieux, et dans celui-là, on a engagé nul autre que William Shatner. C'est quand même drôle parce que dès le début du film, ce qui nous marque, c'est la traduction. D'écouter William Shatner avec une traduction qui est complètement décalée. Je m'appelle William Shatner et avec le capitaine Kirk, avec l'équipage de ce grand vaisseau spatial, on a fait de merveilleux voyages dans le futur. Et dans l'espace infini, c'est de la fiction. Laissez-moi vous emmener dans un autre voyage basé celui-ci sur la réalité. Le monde réel d'aujourd'hui. Nous allons voir notre Terre et ses mystères passés, bien avant notre temps. Nous allons examiner, peut-être questionner, toutes les théories que l'on propose sur l'aube si mystérieuse de notre Terre. Nous verrons les civilisations. Nous allons voir aussi d'étranges et bizarres faits du passé et d'incroyables phénomènes d'aujourd'hui. Et plus important peut-être, nous ferons des recherches scientifiques dans le futur. On tend de plus en plus les bras vers l'espace. Peut-être verrons-nous un jour quelqu'un, quelque chose, quelque part dans l'espace, nous tendre les bras. Alors, on reprend tout simplement le premier film, mais là, on a William Shatner qui vient ajouter un peu, probablement, j'imagine, qui aide à
à donner de la crédibilité à ça. Après tout, c'est le colonel Kirk qui a navigué lui-même dans d'autres galaxies. Donc, dans le film, il va interroger des experts d'un peu partout dans le monde, des gens qui vont donner leur témoignage sur la présence d'extraterrestres. Qu'avez-vous vu? La première fois, quand on a rapporté l'objet, c'était le 21 août, et un peu après 1h du matin. Et j'ai répondu à cet appel. C'était monsieur et madame Gus Gezes. Ils me dirent qu'ils regardaient une étoile, et qu'elle semblait être une fausse étoile, et ils pouvaient voir une lumière. Donc, monsieur Gezes a pris des jumelles, et il a vu une lumière rouge et bleue qui venait de l'étoile. Et alors, il m'a appelé. Et j'ai observé la même chose qu'il avait vue, et exactement ce qu'il avait vu. Pourquoi croyez-vous que c'était autre chose qu'un ballon ou une météorite, peut-être? À cause de sa façon si erratique. Il est resté très longtemps et il avait cette lumière aluminium de couleur bleue et de couleur blanche. Et après être resté dans une position, il partit à une vraiment incroyable vitesse. Et ça s'est passé au même moment? C'est la même nuit que l'officier Patrick l'a vu, car je lui ai parlé sur la radio et il était en train d'observer la même chose. On a également ceux qui ont vu Indiana Jones et le crâne de cristal. Vous allez vous allez sourire parce qu'à un moment donné, on parle justement du crâne de cristal. Il y a une femme qui est une des personnes qui a découvert le crâne de cristal, qui parle justement de ça avec William Shatner. On a vu le film Indiana Jones il y a quelques années, donc ça nous fait sourire évidemment. Le film, encore une fois, reprend à peu près toutes les idées du premier film en ajoutant William Shatner, en ajoutant des entrevues avec toutes sortes d'experts. Donc les deux films le deuxième film répète un peu ce que nous a dit le premier, mais avec des témoignages d'experts et avec la présence de William Shatner. Donc si vous êtes des fanatiques d'extraterrestres ou de documentaires qui supposément sont disons, amènent la preuve que des extraterrestres ont déjà existé, sont déjà venus sur Terre, ou qui justement sont parmi nous dans les temps qu'on vit aujourd'hui, eh bien, Présence des extraterrestres 1 et 2, c'est des documentaires pour vous. Et je crois pas que ça a été édité en DVD ou en Blu-ray. Donc, c'est vraiment des vestiges de l'ère VHS. Qu'y a-t-il après la vie? Grâce à la science, des centaines de personnes mortes ont été réanimées et ont pu témoigner. Leurs troublantes expériences ont déjà été racontées dans les livres « La vie après la vie » et « La vie après la mort ». Maintenant, découvrez à votre tour ce monde mystérieux qui nous attend tous. Vivez cette expérience unique avec le film « Au-delà de la mort », disponible dans tous les bons clubs vidéo. Alors, j'espère que vous avez passé du bon temps au musée VHS de Rico et que ça vous a donné envie d'aller écouter vos bonnes vieilles vidéocassettes et de vous replonger dans le passé, dans ces bons vieux souvenirs très confortables et très agréables. C'était donc le fun, hein? C'était pas compliqué dans ce temps-là. C'était tellement agréable. Belle époque dont je me souviens. Ça sentait un petit peu plus la cigarette qu'aujourd'hui. Mais moi, j'y retournerais à n'importe quand. C'était vraiment super le fun. Les années 80, les années 90, là. Ouh là 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 là, les amis. C'était un autre monde qu'aujourd'hui. Nos cellulaires, on n'avait pas de téléphone cellulaire. On avait juste besoin, pour être heureux, d'un magnétoscope et d'une cassette vidéo. C'est-tu pas beau, ça, les amis? Donc, merci d'avoir été à l'écoute du Ciné-Club de Rico. Abonnez-vous à la chaîne. Il va y avoir, évidemment, plein d'autres éditions du musée VHS de Rico et plein d'autres vignettes sur le cinéma. Donc, allez faire un tour, allez vous promener dans le Ciné-Club de Rico. Vous allez trouver plein d'affaires qui vont vous intéresser. Alors, merci à tout le monde d'être à l'écoute et je vous dis à la prochaine. Nous avons vu l'apparition du moteur fort à explosion, puis de l'avion à réaction. Mais de toutes les inventions, c'est sans doute la bombe à neutrons qui nous laissa le plus baba au cours du célèbre Hiroshima. Mais 1990 devrait nous laisser tous pantois, devrait nous laisser tous gaga. Il y a les missiles patriotes dirigés par ordinateur.
ordinateurs, Sony, Fuji et Macintosh se culbutent dans les airs, le roche, la guerre technologique fait rage. C'est un super média carnage, attention voilà les avions qui tirent, c'est l'heure de l'émission. 1990, c'est l'heure de la médiatisation. 1990, c'est l'heure de la conscientisation. Temps maudit du sport, du jogging et de la cigarette. La preuve en est nos beaux soldats américains qui sont là-bas, bronzés à la vitamine D, nourris aux fibres équilibrées. Les morts qui seront faits là-bas seront en bonne santé, je crois. Les impôts du contribuable n'ont pas été payés en vain. La preuve en est, il est possible de ne jamais rater sa cible. Si on connaît le vidéo, si on se pratique le coco, bientôt disponible, bientôt. Coët Irak en